Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité à School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant 30 minutes, une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, eh bien, c'est Action Éducation et on se focalise sur l'art. Voici sans plus tarder le sommaire. Et cette question, les enfants sont-ils attirés par l'art en France? L'école éduque-t-elle à l'art? Et si oui, comment? Mathilde Wessels est ici présente, elle sort sa loupe. Dans un instant, on entend souvent que l'art est réservé à une certaine élite. Internet peut-il changer la donne? Vous verrez que bon nombre de sites cartonnent avec pour but de faire aimer l'art au plus grand nombre. Vous verrez que ça marche chez les plus jeunes. Les recettes du succès, ce sera dans un instant. On va beaucoup parler d'art, d'internet et de communauté éducative. Mais en 2022, l'art s'exprime aussi avec le digital. À quoi va ressembler l'art de demain avec les NFT et consorts? On pose la question à nos invités dans un instant. On est avec Evelyne Bertrand. Bonjour, merci d'être avec nous et avec Alexandra Poirot. L'une ne va pas sans l'autre, si j'ai bien compris. Vous êtes les inséparables. Eve et Alex, les inséparables. Et vous êtes co-créatrice du site internet Sartmusée. Sartmusée, c'est mieux en le disant. Et avec Mike Moret, bonjour. En duplex depuis Amsterdam. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable marketing digital au musée de Van Gogh. Du côté d'Amsterdam, vous avez plein de choses à nous dire. À tout de suite, juste après la loupe. Salut Mathilde. Salut Fabrice. Patrick. Alors pour commencer, est-ce que les enfants vont au musée? Oui, et de plus en plus. J'adore. Ah non, mais ça fait tellement longtemps. Mais je me suis dit, manqué. ça faisait trop longtemps, il fallait la refaire. Donc voilà. On y va. Alors oui, effectivement, ils y vont de plus en plus. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est le gros travail des musées pour attirer les enfants. Déjà parce qu'ils sont de plus en plus interactifs, c'est vrai. Donc les enfants participent et ça aide. Et vous allez notamment sur les sites des grands musées parisiens et nationaux, eh bien, vous avez toujours une rubrique qui est destinée aux animateurs ou aux enseignants qui accompagnent les enfants dans les musées. Est-ce qu'il y a aussi un changement au niveau des musées depuis une vingtaine d'années? Alors, il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, les enfants n'étaient pas du tout les bienvenus dans les musées, et ça, je ne le savais pas. Ils étaient considérés comme un public bruyant, et ils avaient notamment la réputation de gêner. Alors là, je vais citer... Ça, c'est de ma faute, je me souviens. C'est de ma faute. C'est vrai. La délectation esthétique qui nécessite du silence et de la concentration pour les grandes personnes, évidemment. Alors, heureusement, les mentalités ont changé, et les musées aussi, d'ailleurs, car ils se sont surtout rendus compte que les enfants étaient la société de demain, et donc, évidemment, de futurs visiteurs. Alors, autre phénomène, ils peuvent aussi entraîner les parents dans les musées et les visites. Donc ça aussi, ça fait des clients aussi en plus. Et puis, les enfants, et puis c'est un moyen, pour les musées de toucher toutes les classes sociales. C'est pas facile, on en parlera d'ailleurs un peu plus tard dans cette chronique. Comment attirer les enfants dans les musées, justement, sans qu'ils s'ennuient? Alors, d'après Stéphanie Buot, qui est auteure du livre Les enfants au musée et diplômée également de l'école du Louvre, elle recommande déjà de s'y prendre très tôt, c'est-à-dire presque à la sortie du ventre de la mère quand ils sont bébés. Elle recommande d'emmener les bébés, les tout petits dans les musées pour les acclimater un petit peu aux œuvres d'art, etc., les habituer. Et puis ensuite, elle conseille aussi de faire participer l'enfant. Alors, ils prennent en général plaisir à être actifs. Donc, elle conseille aux parents d'emmener une feuille pour dessiner avec des stylos ou même de la pâte à modeler. Comme ça, ils peuvent refaire les œuvres aussi à la maison ou directement au musée. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt intéressant à savoir. Et si des enfants tombent sur des œuvres qui sont pas tout à fait adaptées à leur âge, ça se passe comment? Alors effectivement, il faut éviter de montrer aux enfants des œuvres qui pourraient les choquer. C'est pour ça qu'il est conseillé aux parents de regarder avant à quoi ressemble effectivement l'exposition sur le site du musée. Mais attention, ce n'est pas dramatique s'ils tombent sur sur une œuvre qui n'est pas forcément adaptée. Déjà, s'il y a de la violence dans le tableau ou dans l'œuvre qui est représentée ou de la sexualité, c'est pas dramatique. Il suffit d'expliquer à l'enfant tout simplement le contexte et de dédramatiser, mais surtout d'en parler, pas de laisser l'enfant seul avec ça. Autre conseil aussi, éviter les visites interminables qui durent 2-3 heures. L'enfant, évidemment, il va décrocher. Donc, des visites plutôt courtes, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, devant un tableau, on n'est pas obligé non plus de faire un discours ou un cours d'histoire de l'art. On peut tout simplement raconter l'histoire du tableau, tout simplement, même le peintre. Et des fois, c'est plus intéressant que un cours un peu rébarbatif. Ça tombe bien, on va parler de Van Gogh dans un instant. Oui. Là, on parle clairement des enfants qui ont accès justement à l'art, qui ont accès notamment au musée. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Alors, les premiers résultats de l'expérience MUMO, donc ce sont les musées d'art contemporain en 2011, et sans appel, 56% des enfants qui ont entre 6 et 12 ans n'ont encore jamais mis les pieds dans un musée. C'est un chiffre, je trouve, catastrophique. C'est quand même plus de la moitié des enfants en France. C'est une histoire de classe sociale? Alors, d'après une autre étude, vous savez, moi j'aime bien les études, de 2021, oui, parce qu'on se rend plus compte du ministère de la Culture, 62% des cadres supérieurs
et 40% des classes intermédiaires ont été une fois dans l'année au musée, contre seulement 18% des employés et des ouvriers. Donc vous voyez, l'écart est vraiment phénoménal. Donc forcément, on se dit que les enfants de ces gens-là vont évidemment moins au musée. Et c'est donc là que l'école a un rôle à jouer ? Et oui, toujours d'après le ministère de la Culture en 2018-2019, donc ça c'était juste avant la crise du Covid, 90% des écoles et 98% des collèges proposent des sorties, des sorties culturelles. Et pour ce qui est des partenariats entre les écoles et musées, on compte quand même 42% d'écoles primaires et 47% de collèges. C'est pas rien. Ce n'est pas la moitié, mais bon, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Et donc oui, évidemment, ça passe par l'école. Elle seule peut pallier aux différences de classe sociale. Enfin, quelle est la place du digital dans les musées ? Alors, on peut dire merci au Covid au moins pour ça, puisque effectivement, ça a clairement accéléré la digitalisation des musées. Et malgré les détracteurs, le public, lui, serait plutôt demandeur justement de ces nouvelles technologies pour visiter les musées. Je pense notamment à Google, qui en 2011 s'est plutôt engouffré dans la brèche du digital avec Art Project. Alors, il s'agit de visiter en virtuel, je ne sais pas si vous connaissez ce principe, les œuvres de tous les musées du monde, ce qui peut être une super bonne idée, honnêtement, pour les enfants réfractaires qui ne veulent pas forcément bouger le mercredi après-midi. Regardez par exemple, vous allez voir les images, vous êtes sur la page d'accueil cette fois du site du musée d'histoire naturelle de Washington, donc aux États-Unis, et vous pouvez vous balader de chez vous entre les squelettes, etc. C'est vraiment, vraiment top. Expression orale. Merci beaucoup Mathilde. L'expression orale avec Mike Moret, responsable marketing digital au musée de Van Gogh, avec Evelyne Bertrand et Alexandra Poirot, qui sont anciennes traductrices, créatrices du site internet Sarmusée. Sarmusée, c'est né comment ? Sarmusée est né, le mot veut tout dire, c'est s'amuser, surtout avec l'art. Ça veut dire de faire une approche ludique à l'art, mais comme vous avez dit, pour les enfants de plus jeune âge. Parce que vous aviez senti, toutes les deux, assez rapidement qu'il y avait un manque, il y avait, moi, je il y peux avait parler ce besoin. de mon expérience. J'étais enseignante en maternelle et j'ai emmené les enfants au musée d'Orsay. J'avais fait une petite enquête et j'ai vu que ça leur plaisait énormément. Ensuite, je me suis arrêtée de travailler pour mes propres enfants et nous avons été sollicités par une association de quartier qui voulait que nous animions un atelier. Et nous avons eu l'idée de les emmener au musée parce qu'on trouvait qu'à l'école, justement, il n'y allait pas suffisamment. Et on a créé des petites enquêtes. Et devant le succès de ces enquêtes... Et qu'est-ce qu'il y avait justement écrit dans ces retours d'expérience ? Comment ça décrit ? Qu'est-ce que vous disiez justement ces les parents étaient emballés, les enfants se prenaient au jeu. Et c'est de là que les parents nous ont dit mais pourquoi ne pas faire carrément des livrets ? D'où nos livrets qu'on a pu éditer avec la RMN et le musée du Louvre sur des petites enquêtes sur l'Égypte et la peinture italienne au musée du Louvre. Et à la suite de ça, on a commencé sur Internet à voir ce qui existait, ce qu'on pouvait faire, et puis voilà, on a créé notre site. Et faire nos propres jeux aussi pour rester, parce qu'on trouvait à l'époque, ça fait 15 ans. Oui, ça fait plus de 15 ans maintenant. Que l'art, c'était trop sérieux ? On a commencé à travailler sur Internet, à dire il n'y a pas grand-chose dans les musées. C'était tout le début que le musée se sont ouverts aux enfants. Et ils sont ouverts des ateliers et nous on trouvait ça très très bien et on voulait donner l'accès au plus grand nombre par le biais d'internet, mais aux parents d'amener leurs enfants au musée. C'était d'abord notre première idée de donner cette envie aux enfants et surtout aux parents aussi d'amener leurs enfants au musée pour voir l'art, pour découvrir. Et nous, notre site, à fur et à mesure, ça s'est construit, permet aussi de se préparer à ces visites, de rendre le musée comme quelque chose de facile, de ludique, et de ludique, que ça fait pas peur. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas comment amener un enfant devant une œuvre d'art. Et en fait, c'est très simple. S'il faut y aller, il faut regarder, il faut demander aux enfants. C'est-à-dire que les parents souvent font des complexes Oui. Ils n'osent pas parce qu'ils n'ont pas la culture. Et ce qu'on veut essayer de leur dire, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des grandes connaissances. C'est simplement se mettre devant les œuvres et ressentir. Exactement. Et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent. Alors ça peut être la notion de plaisir qu'on veut développer, mais ça peut être aussi de la peur, ça peut être de la gêne quand on se retrouve devant une œuvre qui nous choque.
c'est expérimenter tout ça, en fait. Et vous avez donc rapidement compris que l'outil Internet, l'outil numérique, pouvait justement permettre de faire connaître l'art au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'au moins pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, qui étaient isolés ou éloignés des musées ou qui n'osaient pas, ça pouvait permettre de commencer à regarder les œuvres d'art. Alors, Mathilde en a parlé il y a un instant, mais à partir de quel âge doit-on faire entendre ou voir de l'art aux enfants? Nous, je pense que tout petit. Tout petit. C'est dès la naissance, Oui, c'est vrai. Il y a Non, d'ailleurs dans certains musées des ateliers bébés. C'est Le vrai. centre Georges Pompidou, centre Pompidou, et il y a des ateliers bébés. Le musée d'art moderne à Paris aussi, donc ça commence vraiment J'ai entendu très qu'à jeune. Versailles aussi, Par contre, c'est ça. sur Internet, non. Non, on n'est pas. Sur Voilà. Internet, c'est pas conseillé avant un certain âge, bien sûr. Je crois qu'il y aurait des enfants qui deviendraient des peintres si seulement ils voyaient des bonnes choses. C'est signé Vincent Van Gogh. Bonjour, Mike Moret, vous êtes, je le rappelle, responsable marketing digital au musée Van Gogh. Vous vous trouvez à Amsterdam, où pour une fois il fait beau, me dites-vous? Tant mieux, il fait moche. Van Gogh, à l'école, offre aux enseignants d'élèves âgés de 4 à 18 ans dans la possibilité de donner des cours en salle de classe ou en ligne sur la vie et l'œuvre du célèbre peintre. Du coup, traduire cette méthode qui existe déjà en anglais et en néerlandais en français pour l'école Van Gogh, c'était une évidence? Tout à fait. Je pense bien qu'évidemment Van Gogh soit un peintre néerlandais. Il a vécu la majeure partie de sa vie en France. Oui. Et c'était pourtant, pour nous, au sein du musée, vraiment logique de continuer et de proposer justement des activités, des ressources pédagogiques en français. Non seulement pour les écoliers français, bien sûr, mais aussi pour tous les écoliers francophones. Oui, parce qu'on parle de la France, on parle, j'imagine, au Canada, au Québec, également de la Belgique. Combien de personnes, depuis la création de l'école Van Gogh, ont utilisé vos ressources? Ça se compte en millions? Tout à fait. Alors, c'est difficile de quantifier pour les ressources pédagogiques françaises, puisque nous venons tout juste de lancer le programme. Oui. Mais les ressources néerlandaises et anglaises ont été lancées à peu près maintenant 5 ans, et on compte environ 4 millions d'élèves qui ont su profiter des ressources en ligne. Et j'ai demandé aussi à mes collègues en interne, pour les élèves français, on est à peu près, depuis le lancement, à 10 000 écoliers qui ont su bénéficier des ressources, quiz et autres matières spécifiques. C'est un succès vraiment phénoménal. On parle de ressources qui sont disponibles en classe, mais aussi à la maison, c'est ça pour les élèves? Alors tout à fait. Alors dans un premier temps, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le programme Van Gogh à l'école a été spécifiquement conçu pour les enseignants et les enseignantes, bien évidemment, pour que ces derniers puissent les utiliser au sein de leur classe. La version néerlandaise peut être utilisée par exemple pour les élèves depuis leur domicile, depuis l'ordinateur à la maison. On est en train aussi de développer cette particularité pour tout le programme francophone, mais dans un premier temps, c'est pour une utilisation en présentiel en classe. Est-ce que les enfants manquent d'une certaine éducation à l'art? On en parle beaucoup ici en France. Qu'en est-il à Amsterdam? Qu'en est-il aux Pays-Bas? Ou alors c'est une question, on va dire, difficile. Si je réponds à la question de façon personnelle, moi effectivement j'ai étudié en France, j'ai eu une scolarité en France, mais si je le compare ici aux Pays-Bas, c'est vrai que l'art a une place, on va dire, un peu plus prépondérante. Je pense aussi, surtout certainement à Amsterdam, du fait des relations spécifiques qu'on a avec les instances culturelles. Aussi, c'est une spécificité géographique, puisqu'évidemment les Pays-Bas sont plus un territoire moins grand que la France, qui permet aussi une accessibilité qui soit plus simplifiée. Lorsqu'on habite, comme moi, au fin fond dans mes villages ardéchois, pour aller visiter le musée d'Orsay, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, l'art joue un rôle important dans l'éducation, non seulement pour l'apprentissage d'autres matières, mais aussi pour le développement personnel. Mike, on a beaucoup parlé des enfants, mais que vous disent les enseignants qui utilisent justement la solution Van Gogh à l'école? Alors nos retours sont très positifs, ils sont très enthousiastes. Je pense que ce que permet le programme en soi, effectivement, ce n'est pas vraiment un remplacement de cours, c'est vraiment pour pouvoir permettre aux enseignants et aux enseignantes d'avoir à leur disposition des ressources pour qu'ils puissent préparer leurs cours de manière ludique, de manière interactive et aussi informelle.
C'est pour ça que c'était aussi important pour nous, lorsqu'on a développé tout ce programme, de vraiment insister sur la facilité d'utilisation de tout ce programme Van Gogh et aussi, bien sûr, le temps gagné, puisqu'on sait que la préparation des cours, c'est un temps considérable pour les enseignants et les enseignantes. Il y a tout l'aspect interactif. Alex et Ève, je me permets, on commence à se connaître. Il y a les vidéos, il y a les quiz, il y a ces visites virtuelles, il y a tout cet aspect effectivement ludique et interactif qui est très important, qui explique aussi le succès de votre site Sarmusée. Je vais dire Sarmusée. Sarmusée. C'est ça ? Exactement. Oui, on a essayé aussi, c'est ce qui disait Mike à l'instant, géographiquement en France, on a essayé de mettre sur notre site aussi des musées de province, donc de toute la France. On n'a pas que des sites de musées de Paris. Donc on incite tous les Français aussi même du monde entier, parce qu'on a sur notre site, une page monde, une page monde, d'aller au musée. Donc il n'y a pas que Paris, il y a aussi il y a le musée d'Orsay, mais il y a aussi les musées de Marseille, de partout. Et moi j'ai refait un tour à la grotte de Lascaux. Ça faisait 20 ans que j'étais pas allé. Et en plus maintenant c'est fermé, c'est extraordinaire, bien sûr. Voilà. Et les visites virtuelles, c'est merveilleux. Ils sont spécialistes ont développé des merveilles. Evelyne, quel est l'onglet qui marche le plus justement? Ce sont ces visites virtuelles ou ce sont les quiz? Non, les jeux. Les jeux. Les jeux. Les enfants vont beaucoup aux jeux. Et alors autre chose, si on a mis en ligne Ça se passe 1, c'est-à-dire que tous les jours on met une information ou une anecdote sur une œuvre d'art, un artiste, un fait historique illustré par une œuvre. Et en fait, on a des écoles par l'intermédiaire d'une plateforme qui s'appelle EduTweet, qui est une plateforme pour les classes. Et les enfants, ils viennent tous les jours, regardent l'œuvre d'art et correspondent avec nous. Voilà. Oui, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à faire un partenariat avec l'Éducation nationale? Si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas. Après, si non, c'est dans on n'a pas. On va appeler Jean-Michel Blanquer. Non, mais on attend le texto de Jean-Michel. Hein. Oui. C'est peut-être le but aussi. Ouais. Non, on a fait ça par loisir, parce qu'on aimait ça, parce qu'on avait envie de partager notre passion, parce qu'on trouvait ça effectivement intéressant que les enfants s'intéressent à l'art. Mais bon, voilà, on n'a pas cherché plus que ça. Par contre, s'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, et je pense à Mike, c'est qu'on a fait un petit jeu, alors qui est à notre hauteur, avec les moyens qu'on a, parce qu'on n'est pas informaticienne, mais on a fait un petit jeu pour visiter le musée du Louvre et ses chefs-d'œuvre. Et on peut le faire à la maison, mais on peut le faire également en allant au musée avec son téléphone. Donc ça permet de suivre... Avec un QR code Non, c'est simplement, on ouvre notre site, on va sur le jeu, la petite enquête, et on suit le parcours et on pose des questions. Et l'enfant soit le fait à la maison à partir de l'image qui est en ligne, ou soit à partir du tableau. Et c'est encore mieux, c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, que l'enfant soit devant le tableau. Mike, quelle est la part d'élèves qui participent justement à Van Gogh à l'école, qui viennent ensuite au musée à Amsterdam? Et est-ce que vous avez des élèves étrangers qui viennent de France, d'Italie, de Grande-Bretagne et qui viennent du côté d'Amsterdam? Alors c'est une bonne question, c'est difficile à quantifier, j'allais dire pour le marché français spécifique, puisqu'encore une fois on vient juste de lancer le programme. Mais sans même parler de chiffres, c'est pas grave, mais est-ce que vous avez des retours d'élèves justement qui ont participé au programme Van Gogh à l'école et qui justement par la suite, et est-ce que c'est le projet éducatif de certains professeurs, peu importe le pays, qui viennent ensuite, le but c'est de venir voir en vrai ce musée? Tout à fait, je pense que alors ça ne remplacera évidemment jamais visite physique, mais c'est un formidable complément pour avoir une première expérience avec le musée, une première expérience digitale, puisque par exemple au sein de la plateforme, un enfant peut s'amuser en découvrant Van Gogh à l'aide d'un jeu de loi. Il y a cette prévisibilité essentielle qui peut être développée par une visite physique. C'est aussi bien l'œuvre de Vincent Van Gogh que sa vie, ses relations familiales qui parlent aux enfants? Tout à fait, je pense que l'héritage de Vincent Van Gogh est universel. Je pense qu'il est source d'inspiration, il évoque certaines dynamiques de persévérance, il est source d'inspiration, de réconfort, d'adversité, de persévérance. Donc je pense que c'est un message vraiment intemporel et universel qui touche non seulement les enfants, mais aussi bien sûr les adultes. Quelle est la prochaine étape pour
pour Van Gogh à l'école. Vous pensez que cette solution va être traduite dans une autre langue très rapidement? Alors, on l'espère. Je pense que nous aussi, en interne, avec notre service éducatif, on est en train de regarder où est-ce qu'il y aurait une demande. C'est toujours dans la phase, on va dire, de recherche, d'exploration. On peut certainement envisager un développement encore plus grand à l'international. L'info en plus, avec Mathilde. Elle nous sort le top 5. Mathilde de Vessels qui s'est mis en mode de... Alors pas top 10, je suis déçu. En mode top 5. Oui, mais parce que top 10, après, l'énumération, c'est long, vous voyez. Donc, comme les visites doivent maturer plus d'une heure pour les enfants, là, c'est pareil. Le top 5, c'est très bien. Alors, déjà, premièrement, je vous conseille d'emmener vos enfants au Muséum d'histoire naturelle, évidemment, à Paris, parce que on adore, petits et grands d'ailleurs, se retrouver au milieu des squelettes de dinosaures et de mammouths qui sont en taille réelle. Et franchement, c'est un musée extraordinaire. On voit des animaux préhistoriques, plus actuels. D'ailleurs, ce sont les stars de cette impressionnante galerie de l'évolution qu'on connaît tous, qu'on a tous vu, évidemment, partout. Ensuite, la cité des sciences et de l'industrie. Et oui, parc de la Villette. Exactement, parc de la Villette à Paris, pour rendre les sciences plus ludiques, plus accessibles aux enfants, qu'ils aiment les mathématiques ou pas, et avec des expériences plutôt sympas, interactives. Et moi, je sais que j'y allais quand j'étais petite avec mes parents. C'était la géode, vous, je sens. Et la géode, j'adorais. C'était magnifique. Les films sont incroyables. Donc, senti. vraiment, allez-y, géode. Et puis, la cité des sciences aussi, incroyable. Il y a aussi le musée en herbe. Ah, je connais pas. Alors, je ne connaissais pas non plus, c'est un musée plus artistique. Alors, apparemment, c'est le paradis culturel pour les enfants. Donc, plein de petites choses qui sont à la portée des enfants. Alors, je ne connaissais pas ce musée, effectivement. Donc, peut-être une bonne idée avec vos enfants plus tard. Il y a aussi le musée de la magie. Alors là, c'est à Bercy, toujours à Paris. Alors, on reste un peu à Paris, je ne vous cache pas, mais je ne suis pas trop sortie de... Vous n'êtes pas foulé, quoi. Non, je rigole. Ça va, non, mais c'est que je suis parisienne et que je parle effectivement des musées... Je comprends, vous avez dit, bon, on est déjà à Amsterdam et tout. Ouais. Super musée, d'ailleurs, Van Gogh, Amsterdam. Bon, bref, un musée qui vous plonge. Donc là, on parle de le musée de la magie. Voilà. Donc c'est à Bercy, un musée qui vous plonge donc dans le monde merveilleux des illusionnistes du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Alors pendant les vacances, d'ailleurs, c'est super sympa. Le musée accueille les 6-12 ans pour des stages d'initiation à la magie. Donc ça peut être plutôt sympa. Et puis je termine quand même par le musée du Louvre. Alors, j'ai eu peur. Je commençais à transpirer. Je me suis dit, oh là, il n'est pas dans le top 5. Non, mais quand même. Non, mais je le mets en dernier. Alors je vous le dis franchement, moi j'adore ce musée. Alors il y a des parents, effectivement, on le disait tout à l'heure, qui sont peut-être impressionnés par les œuvres du musée du Louvre. Mais moi, je sais quand j'étais petite avec mes parents, j'y suis allée mais genre 1000 fois. C'est la galerie de l'Égypte, l'Égypte ancienne avec les momies, et ça m'a vraiment marqué. Et allez-y avec vos enfants, même si vous ne connaissez pas forcément l'Égypte, c'est pas grave, c'est absolument super et les enfants Mon se père délectent. aussi, il m'y emmenait me raconter n'importe quoi. Mais j'adorais. Non mais c'est vrai, j'adorais. Mais il y a les audioguides maintenant. Pardon? Il y a les audioguides maintenant, Oui, c'est plus pratique. voilà. Mais voilà. Le Louvre, Alex Ève et l'expo sur l'Égypte, ça reste un must. Oui. Ah, c'est quand même pour les enfants. Ouais. Pour les enfants, justement, ça peut Oui, être c'est d'ailleurs bonne dans technique pour nos les deux adultes. livrets, c'est celui qui est parti. oui. Voilà, Comme des petits pas. Comme des petits pas. Exactement, ça. Oui. Et comment vous l'expliquez ça? C'est sais pas. lié à l'Égypte? Je sais pas, il y a toujours un mystère Il y a autour toujours un mystère de l'Égypte. Mais il y a une passion pour les Français Oui. de l'Égypte. Ouais, C'est vrai. En France, on adore l'histoire de l'Égypte quand On même. parlait de Champollion, vous. Il y a plein d'histoires à raconter autour de la culture, de la civilisation égyptienne. Est-ce que l'avenir de l'art passe par le numérique, d'après vous, vous qui suivez depuis maintenant une quinzaine d'années et qui vous êtes mis rapidement sur Internet? Comment vous voyez l'évolution de l'art à travers ces dernières années? On parle beaucoup des NFT, on voit que ça part à des millions d'euros. Oui. Tu repars avec ta petite clé USB. Moi, je pense que les deux sont bien. Je pense qu'il ne faut pas faire tout numérique. Je pense que c'est important. Nous, notre objectif, c'est ça. C'est que par le numérique, amener les enfants à aller voir les œuvres en vrai. D'accord. Voilà. Oui. Mais c'est un bon outil pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et ne peuvent pas aller les voir. Alex? Oui, je pense que le numérique, il est fantastique pour découvrir aussi des œuvres du monde entier. Pas tout le monde peut voyager et faire tour du monde, et on peut découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations, d'artistes du monde entier. Donc c'est merveilleux, c'est un univers qui ouvre le monde. Mike, il y a bon nombre d'œuvres, je le disais, qui sont en mode numérique maintenant. On parle bien évidemment des NFT qui font les gros titres et qui sont vendus maintenant dans toutes les grandes maisons aux enchères, Christie's et j'en passe, à plusieurs millions d'euros. C'est une évolution, ça, que vous suivez aujourd'hui? On la suit. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas encore vraiment entrepris
de choses concrètes, mais c'est effectivement quelque chose auquel nous, au sein du musée, on s'intéresse. Mais c'est en Oui, rupture avec l'art dit classique, par exemple, comme avec Van Gogh comme artiste, où vous trouvez qu'il y a un lien et que c'est la continuité, que c'est l'évolution Alors, pour normale de l'art. Les NFT, c'est vraiment une spécificité particulière, mais je pense que, comme on l'a dit justement, le numérique est un formidable outil et est un outil complémentaire pour, on va dire, améliorer l'expérience client, pour toucher de nouvelles cibles. Si, par exemple, nous, on regarde au sein du musée Van Gogh, c'est une communauté de 10 millions de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi vraiment, si on peut utiliser les jargons marketing, vraiment bénéfique pour améliorer et continuer toute cette expérience client. Je sens que le musée Van Gogh va bientôt sortir ses NFT. Quelque chose me dit que là, on est sur quelque chose, mais je sens que Mike peut pas tout dire aujourd'hui. J'ai l'impression, mais je n'ai pas d'infos, encore une fois. Quelle est la prochaine étape pour Sart Musée, Alex? La prochaine étape, on a envie de... Après Jean-Michel Blanquer, bien sûr, qui va... Oui, Mathilde est sur le Pourquoi dossier, pas, il va vous appeler. pourquoi pas. Mais c'est vrai que le retour des enfants et des enseignants qu'on a presque tous les jours, avec notre petite histoire qu'on raconte tous les jours, là, ça se passe on a envie de travailler un peu plus là-dessus, de faire profiter aux enfants, de découvrir une œuvre par jour, mais à travers une histoire et en jouant, toujours d'une façon ludique. Voilà. Et nos petites enquêtes, je pense que ça, on va continuer à le développer pour des musées différents. Voilà. Bah, c'est un bien beau programme. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir. Merci Je rappelle à vous. votre site qui est vraiment très bien fait. Bon, je me suis fait Lascaux ce matin. Je vais me faire d'autres musées. Et j'ai fait un peu la basilique, magnifique, Très la bien, basilique oui. de Saint-Denis. Saint-Denis. Ah oui. Magnifique. Et on avait reçu il n'y a pas longtemps avec Mathilde un tailleur de pierre qui nous avait expliqué à quel point c'était magnifique. Ça faisait 8 ans qu'il était en train effectivement de la restaurer. Quel travail magnifique. Un grand merci à Mike et un grand coucou à tous ceux qui sont du côté d'Amsterdam. Et en plus, il fait beau en ce moment, donc profitez. Et on n'hésitera pas à Merci venir à vous vous. voir, notamment au musée Van Gogh. En attendant, les NFT, on l'a compris. À très bientôt. Vous aurez un Merci à tous les quatre et encore bravo pour tout ce que vous faites et merci de nous avoir éclairés sur l'art et la jeunesse. Mathilde, à très vite. Merci, ouais, à très vite. Moi, c'est Patrice. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.